Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, on passera les dossiers chauds du moment avec Jamila El-Bougrini, analyste chez Invest Securities. L'entretien est lui consacré à Thomas Kuhn, directeur général de Poxel, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je retrouve pour notre point d'actualité Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Allez, on va décrypter ensemble les sujets qui ont fait la semaine en bourse. Et on va commencer par une mauvaise nouvelle. On l'a appris, Inventiva qui nous explique, qui nous communique, qui dit qu'elle est inquiète sur son avenir avec une trésorerie qui est réduite comme peau de chagrin. Et de ce que je crois comprendre, la poursuite de l'activité est menacée, carrément. C'était très exactement ça, parce qu'effectivement, à l'occasion de la publication de leurs résultats semestriels, ils ont indiqué qu'il ne leur restait plus que deux semaines de visibilité financière. Ouais. Donc on savait que normalement la visibilité portait jusqu'à fin septembre, c'est bien ça. Et en fait, ils ont réussi à faire un peu d'économie. Mi-octobre, je crois, voilà. Voilà, ils ont économisé entre 5 et 6 millions sur les dépenses habituelles, donc ce qui leur permet de prolonger de 2 semaines, puisqu'effectivement, ils ont un rythme de cash burn assez dense, c'est 10 millions par mois. Ah oui. Donc voilà, les 5-6 millions permettent de prolonger de 2 semaines, mais aujourd'hui, ils le formulent noir sur blanc, parce que c'est dans le communiqué de presse, disent qu'effectivement, il y a des incertitudes significatives quant à la capacité à poursuivre les activités. Donc ça veut dire que dans les 2 semaines, s'il n'y a pas de solution de refinancement, et qui dit solution de refinancement, c'est de manière significative, parce que bon, si c'est pour rajouter des petits bouts de trimestre... pour refaire une augmentation de capital tous les 2 mois, ça va être un peu exactement. D'autant que là, ça va être compliqué, parce qu'ils avaient réussi à trouver une solution intermédiaire qui leur a permis de lever 20,1 millions d'euros. C'était au mois de juillet. Ils ont signé un accord en fait, avec des actionnaires pour la cession de certificats de royalties. Donc ils ont cédé l'équivalent de 3% des royalties futures à venir pour un montant de 20 millions. Donc autant dire qu'ils ont bradé les 3%, mais c'était une solution à très court terme. La dernière chance aussi. Voilà, exactement, pour se donner 2 mois de visibilité, pour trouver une solution un petit peu plus pérenne et durable. Et malheureusement, il semblerait qu'ils n'aient pas réussi à trouver de solution. Donc aujourd'hui, voilà, il y a 2 semaines devant eux pour trouver quelque chose. S'ils ne trouvent pas, il y a de fortes chances qu'on aille sur une solution un petit peu plus radicale. S'il y a cessation de paiement, forcément, de sauvegarde. Sauvegarde, ce serait pas trop mal si c'est de sauvegarde, mais sinon on est sur plutôt un redressement judiciaire avant la liquidation. Oui. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire que ce sera fini à ce moment-là, puisque à ce moment-là, on peut toujours envisager qu'il y ait un repreneur qui se manifeste, qui pourrait reprendre la société à prix. Parce que forcément, quand on est pris à la gorge, on a tendance à avoir un pouvoir de négociation un peu moins... Un peu limité. Voilà, exactement. Donc, voilà, tout n'est pas fini, mais aujourd'hui, il y a quand même un enjeu assez crucial. Et, de survie à court terme. De survie à très court terme, et voilà. On rappelle donc l'actif qui reste pour Inventiva, c'est un actif dans la NASH. Exactement. Phase 3 en cours. Phase 3 en cours. Voilà, et donc ça, c'est quand même un point non négligeable en fait, dans l'appréciation du dossier dans sa globalité, parce qu'il y a effectivement une étude de phase 3 qui est en cours, qui est quand même bien avancée. Ils avaient recruté sur la dernière communication un peu plus de 80% de la cohorte. Donc on est sur une cohorte entre 1000 et 1200 patients, parce qu'il y a une étude de phase 3 et une étude exploratoire à côté. Et donc aujourd'hui, c'est quand même bien avancé. Le dernier patient devrait être recruté avant la fin de l'année. Donc on est quand même sur une étude de phase 3 qui est bien avancée et qui représente l'actif principal de la société, avec des résultats sur la phase 2B qui étaient plutôt très encourageants. J'allais dire, voilà. C'était plutôt pas mal. Voilà, c'était vraiment pas mal du tout. Ouais. Donc on peut se dire qu'effectivement, ça peut être aussi le discours qui peut être entendu, c'est qu'aujourd'hui on a un traitement qui a été approuvé dans la MASH, donc avec le traitement de Madrigal, mais qui n'est pas révolutionnaire. Qui n'est pas révolutionnaire d'une part. Qui a encore de la place. Qui est le seul sur un marché qui est titanesque. Et on le sait très bien, notamment avec les histoires d'obésité. Il y a un lien direct entre l'obésité et la MASH. C'est que de toute manière, même si on a un traitement qui est approuvé, en l'occurrence dans l'obésité c'est le cas, on a maintenant même 2 traitements qui sont approuvés, la demande est tellement forte que deux acteurs ou un seul acteur en fait, ne peut pas faire face. Voilà. Donc il y a de la place au soleil et en plus ça fait peser une tension sur l'unique acteur ou les 2-3 acteurs qui peuvent être là. Donc quand on est sur des marchés aussi importants, il y a de la place pour plusieurs. Et donc comme on est sur une approche différente pour Inventiva par rapport à Madrigal, ce serait idiot de se dire de toute manière il n'y a plus vraiment de potentiel pour le produit d'Inventiva, ce qui est déjà un
produit qui est approuvé. C'est faux, parce que de toute manière, il y a de la place. En plus, vous avez des patients qui peuvent ne pas répondre favorablement au traitement de Madrigal, donc c'est toujours bien d'avoir une alternative pour offrir une solution à des patients qui n'auraient pas de réel bénéfice thérapeutique avec le produit disponible. Donc voilà, dans l'appréciation du dossier, il faut quand même prendre en compte tout ça. Donc il y a vraiment un actif avec une vraie valeur, et ce serait aujourd'hui vraiment dommage que la société s'arrête pour des histoires de refinancement. Alors certes, a priori, on est quand même sur un montant pour aller jusqu'au bout de la phase 3 qui est très important. C'est ça. Parce qu'au moment de l'introduction au Nasdaq, ils avaient levé l'équivalent de 150 millions de dollars, et ils avaient dit que c'était un montant qui leur permettait d'aller jusqu'à la moitié des thunes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'il 150 en gros. Il faudrait encore 150 millions d'euros dans le meilleur des cas, puisque comme on est sur un rythme de cash burn de plutôt 10 millions par mois, qu'il faut encore 2 ans d'études, puisque les premiers résultats ne sont pas attendus avant le S1 2026, voilà, si je ne me trompe, c'est ça, S2 2026. S2 2026. Et bien, ça veut dire qu'on a encore 2 ans devant nous. Donc 2 ans devant nous, ça veut dire plutôt entre 150 et 180 millions d'euros à lever. Donc oui, il y a donc un gros actif potentiellement prometteur, mais aussi un gros besoin de financement, et du coup on comprend bien pourquoi ça coince. Bon, on espère qu'il va quand même y avoir une solution qui peut être trouvée avec Inventiva. On vous tiendra au courant de l'évolution du dossier. On va parler de transgène aussi, avec potentiellement des choses à regarder sur ce qui va arriver, notamment en fin d'année. Exactement, donc le transgène qui a plutôt évolué comme annoncé au fil de l'année. Pas trop de news flow sur ce début d'année, en tout cas sur ce début, en tout cas sur l'année entamée. Voilà, exactement. Alors, il y a eu les résultats à 16 mois de suivi pour leur vaccin personnalisé, donc le TG4050, qui est quand même l'actif aujourd'hui qui est le plus avancé et le plus regardé. Et donc, ils avaient montré des résultats plutôt concluants et très bien orientés, puisque sur leur cohorte, où ils comparent 16 patients qui reçoivent en adjuvant leur vaccin personnalisé, donc dans le cancer tête et cou, après chirurgie et après chimiothérapie, comparé à des patients qui reçoivent chirurgie, chimiothérapie, mais pas l'adjuvant. Dans la cohorte contrôle, sur les 16 patients, il y en a 3 qui ont rechuté, alors que dans la cohorte test, pour le coup, qui reçoivent leur adjuvant, il n'y a pas de rechute. Donc, a priori, la promesse semble être tenue. Le réel enjeu aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à 24 mois. Et donc, on attend des résultats à 24 mois à la fin de l'année, justement, sur le T4. Et à 24 mois, pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que, d'un point de vue statistique, sur le cancer tête et cou, il y a un taux de rechute de l'ordre de 30 à 40% à 2 ans. Donc là, aujourd'hui... donc c'est hyper important de voir ce que ça donne. Exactement. Donc, s'ils arrivent à maintenir le résultat qui est observé jusque-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun patient qui rechute à 24 mois avec leur produit, ce serait quand même un très bon indicateur sur le fait qu'effectivement, ce vaccin personnalisé permet de lutter efficacement contre les rechutes. Et donc, c'est une promesse qui est quand même très ambitieuse, mais qui serait très attendue dans ce domaine-là. Donc ça, c'est le premier catalyseur. Ensuite, il y a 2 autres catalyseurs qui sont aussi attendus sur le T4. D'accord. Donc un T4 avec 3 catalyseurs. Effectivement, pas beaucoup de news flow sur l'ensemble de l'année. Ils ont tout concentré à la fin de l'année. Sur le T4. Et donc, on a des résultats intermédiaires qui sont attendus pour la phase 2 dans les cancers anogénitaux HPV positifs. Donc là aussi, on attend des choses, parce que si ça ressort positif, ça pourrait permettre d'apporter une solution aux patients qui souffrent de ce type de cancer-là, même si on sait qu'aujourd'hui le vaccin contre les HPV est approuvé, mais malheureusement, le taux de vaccination n'est pas... il reste un peu assez faible. Il reste assez faible, donc ça veut dire qu'on a encore la perspective de cancer, malheureusement, à l'avenir. Et puis de toute manière, il y a les patients qui aujourd'hui sont concernés directement. Donc il pourrait y avoir la possibilité d'avoir une levée, en tout cas le positionnement d'une pharma sur ce sujet-là. Alors peut-être pas sur les résultats préliminaires, on attend des résultats finaux sur 2025, pardon. Peut-être plutôt à ce moment-là, mais voilà, on aura déjà une première tendance. Exactement. Une première lecture à la fin de l'année. Et puis sur l'autre sujet... un troisième catalyseur. Un troisième catalyseur, exactement. Donc avec leur virus oncolytique, qui s'appelle le TG6050, qui lui concerne le cancer du poumon.
Et alors là où c'est intéressant sur ce produit-là, c'est donc un virus oncolytique. Donc globalement, on prend un virus, on met dedans des transgènes d'intérêt. En l'occurrence, là, c'est un anti-CTLA4 et une cytokine qui est l'interleukine 12. Donc l'idée, c'est en fait de venir changer le micro-environnement tumoral de la tumeur avec les cytokines pour faire venir les cellules immunitaires. Et puis le virus oncolytique contribue aussi puisqu'il vient se répliquer uniquement dans la tumeur. D'accord. En se répliquant, en fait, il tue les cellules tumorales. Oui. Et en fait, ces cellules tumorales, ces débris de cellules tumorales deviennent des espèces d'antigènes et de vaccins thérapeutiques un peu naturels et vont aller activer le système immunitaire de manière très spécifique puisque ça n'est que les cellules tumorales donc, qui contiennent les antigènes qui sont spécifiques sur le papier, à la tumeur. Le principe d'action est super séduisant. Sur le papier est super séduisant. L'enjeu avec cette technologie-là, c'est que sur l'anti-CTLA4, c'est un inhibiteur de checkpoint aussi, donc ça a été le premier en fait avant les anti-PD1 et les anti-PD-L1 a été approuvé. La première approbation c'était en 2011 pour le Yervoy de BMS. Malheureusement, il entraînait chez 20% des patients des effets indésirables qui pouvaient se révéler des fois assez graves. Très indésirables. Voilà, c'est inflammation des intestins, des colites qui des fois pouvaient entraîner jusqu'à des perforations intestinales. Ah oui. Donc effectivement, ça posait un problème. Donc finalement, sans être retiré de la commercialisation, il a été moins distribué en tout cas, moins proposé aux patients. Exactement, sachant que dans la foulée sont arrivés les anti-PD1, PD-L1 qui avaient un profil de sécurité quand même bien meilleur. Et donc eux se sont diffusés plus largement. Mais l'anti-CTLA4 a de très bons résultats en termes d'efficacité, mais les effets indésirables. Le principe de le mettre dans le virus oncolytique, c'est que justement la traduction de la protéine ne se fait que dans les tumeurs, donc ça veut dire qu'on préserve le reste de l'organisme. Préservé, protégé. Voilà, exactement. Et donc normalement, ça permet d'avoir des effets indésirables qui soient limités. Et donc l'enjeu là, c'est de démontrer justement ça. Que tout ça fonctionne. Exactement. Donc sur la phase 1 qu'on attend, ce qu'il faudra regarder en plus des premiers signes d'efficacité, mais on est sur une phase 1, ce sera surtout la safety, la sécurité. Donc c'est le principal enjeu avec les anti-CTLA4, sachant que sur un autre produit de transgène, le BT001, qui est mené en collaboration avec BioInvent, c'est aussi un virus oncolytique qui contient aussi le CTLA4, avec une autre cytokine. Et en l'occurrence, là, l'étude est un peu plus avancée. Ils ont déjà démontré qu'effectivement, en termes de sécurité, c'était plutôt bien orienté, plutôt convaincant. Donc a priori, on a des catalyseurs pour transgène sur la fin d'année qui sont plutôt très prometteur. Fin d'année en fanfare, si tout se passe bien, en tout cas on a tout compris grâce à vous sur le mécanisme d'action assez fascinant du dernier produit que vous avez décrit, Jamila. Et on termine pour une biotech pour qui ça va bien quand même, il faut le dire, aux immunothérapeutiques. On en parlait récemment avec Frédéric Gomez, avec plutôt des indicateurs dans le vert pour Rose. Là, pour les immunothérapeutiques, effectivement, 2024, c'est vraiment l'année de la consécration. Donc là, ils ont, avec le deal d'AbbVie, plus l'amendement de l'accord avec Boehringer Ingelheim, effectivement, un premier semestre extrêmement rémunérateur. Donc ils ont reçu quand même l'équivalent d'un peu plus de 90 millions d'euros. Donc ils ont publié également cette semaine leurs résultats financiers qui sont ressortis très positifs, avec un résultat net exceptionnellement positif, alors que la plupart des biotech publie plutôt dans le négatif en perte. Voilà, exactement. Donc tout ça s'accompagne effectivement de catalyseurs qui sont plutôt aussi positifs, puisqu'au-delà du fait que ces accords-là viennent valider la science de immunotherapeutics, ça permet effectivement de financer la société durablement. Donc là, elle est financée jusqu'à 2027. De quoi être serein pour la suite des événements. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des financements qui lui sont propres. Donc c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut de cet argent-là, parce que c'est pas des fonds qu'elle reçoit pour des programmes dédiés. Donc elle en fait ce qu'elle veut, donc ça va lui permettre d'accélérer justement les développements de ses actifs propriétaires plus précoces sur les stages. Et puis sur les programmes qui sont en collaboration avec les partenaires, ça se finance avec les partenaires ou par les partenaires, donc tout ça avance très bien en parallèle. Et là pareil, en fait on attend des catalyseurs intéressants d'ici la fin de l'année, notamment un milestone de 17,5 millions d'euros pour la deuxième partie de Boehringer Ingelheim sur l'acquisition d'un anticorps anti-PD1 cytokine qui n'a pas été dévoilé mais qui est probablement l'interleukine 7. Et puis il y a un autre milestone qui est attendu mais dont on ne connaît pas le montant. Là pareil en fait de la part pour le coup
de la part d'AbbVie, pardon. Oui. Le montant n'est pas connu, donc ils ont reçu un upfront de 48 millions d'euros pour l'asset en préclinique, donc tout ce qui est inflammation sévère et modérée. Et à l'initiation de l'étude clinique de phase 1, parce que ça passera en clinique avec AbbVie, et ben normalement il y a un milestone aussi qui sera déclenché. Donc horizon financier déjà très confortable. Très dégagé pour le coup. Il devrait se prolonger encore d'ici la fin de l'année et normalement voilà tous les feux sont au vert, sachant qu'ils ont récemment annoncé qu'ils lançaient leur étude de phase 3, qui était très attendue. On l'a attendue, hein, celle-là. Voilà, elle était très attendue, donc ils ont enfin annoncé le démarrage. Donc on est sur une étude qui normalement devrait permettre d'aller sur un enregistrement si ça ressort positif. Donc voilà, normalement tout est bon pour OSE, qui déjà aujourd'hui en year-to-date a une performance qui est au-delà de 80%. Donc normalement, si tout se passe bien, il devrait clôturer l'année sur un bon niveau de performance, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Les biotech qui montent en bourse, ça existe aussi. On a vu un destin très différent dans ce point d'actu entre Inventiva, vraiment en difficulté, on espère qu'ils vont s'en sortir, et aux Immunotherapeutics pour qui l'année s'est très bien déroulée, et on a repris avec vous tous les points importants de cette année. Merci beaucoup Jamila. Avec plaisir Laurent. C'est fini pour ce point d'actu. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'entretien. Et je reçois pour l'entretien Thomas Kuhn, directeur général de Poxel. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors Thomas, la dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était début avril 2023. Ça commence à remonter. On va faire le point bien sûr complet sur l'actualité de Poxel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et le développement des différents actifs. Mais bien sûr, avant ça, il faut commencer par la grosse nouvelle, et le mot n'est pas trop fort, qui vient de tomber. C'est cet accord avec la société d'investissement américaine, OrbiMed, pour monétiser une partie des redevances issues des ventes de l'imeglimin, Twimeg pour son nom commercial. Déjà tout simplement, est-ce que vous pouvez, parce que c'est pas forcément, ça va pas de soi, expliquer les contours de cet accord? Oui, tout à fait. Donc absolument. Donc accord très structurant pour Poxel. Donc effectivement où on monétise donc nos royalties. Alors pour replacer un peu dans le contexte, donc OrbiMed, investisseur américain extrêmement connu, vraiment qui investit énormément dans le secteur de la santé. Ils sont extrêmement présents. Voilà, ils ont un fonds dédié pour monétisation de royalties. D'accord. Donc comment ça marche? Ils ont fait donc l'acquisition d'une partie du flux de royalties que Poxel va toucher sur la commercialisation de Twimeg qui est en cours au Japon et uniquement au Japon par notre partenaire en fait Sumitomo. Donc en échange d'un montant qu'on va recevoir, donc qu'on a reçu à la signature de 50 millions de dollars, OrbiMed va récupérer donc tous les flux les premières années jusqu'à un montant de 2 fois leur investissement, donc jusqu'à un montant en fait de 100 millions de dollars. Et une fois qu'ils auront récupérer 100 millions de dollars, à ce moment-là, on retrouvera là les droits sur les royalties et puis ce qu'on appelle les paiements en fait commerciaux associés à la commercialisation en fait du produit. Donc que je résume, OrbiMed là vous apporte tout de suite 50 millions de dollars. Tout à fait. Et eux se chargent de récupérer les flux de royalties à hauteur de 100 millions. Absolument. On organise ça donc avec Sumitomo, avec eux. Donc pour rappel, Merck qui également, puisque le produit issu de Merck conservera donc ces royalties, et c'est les royalties, je dirais, supplémentaires par rapport à Merck, en fait, serviront en fait au paiement en fait d'OrbiMed jusqu'à un montant donc de 100 millions de dollars. Et à l'issue de ces 100 millions de dollars, Poxel récupérera les redevances. Et par contre, effectivement, on bénéficie des 50 millions de dollars tout de suite pour pouvoir désendetter la société, je vais y revenir, et puis pour pouvoir continuer nos investissements et développer en fait la société dans les maladies rares telles qu'on l'avait envisagé. Oui, on va en parler. Ça forcément, ça fait un certain nombre d'années que je fais le journal des biotech, mais ne me semble pas avoir déjà commenté ce genre de deal, notamment dans la biotech française. C'est une vraie originalité ou au contraire, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude et que vous sembliez le dire, OrbiMed est plutôt coutumier de ce genre d'activité. Alors effectivement, je pense que déjà, il n'y a pas énormément de sociétés qui ont commercialisé en fait un produit. Alors nous, voilà, on le fait via notre partenaire Sumitomo, mais c'est, je pense, une première raison. Deuxièmement, il y a effectivement, on va dire, une quinzaine de fonds, dont OrbiMed, mais il y en a quelques autres qui sont très spécialisés. C'est vraiment très différent des autres levées de fonds en equity ou autre chose, avec une vraie connaissance
connaissances en fait, sur la commercialisation ensuite du produit. Ce sont des accords long terme, hein, donc il y a eu un processus qui était long. Pour rappel, et c'est pour ça qu'on a communiqué régulièrement autour de ça, évidemment, on a beaucoup discuté avec Orbimed. Je l'ai dit, il nous fallait l'accord de nos créanciers, il nous fallait l'accord de Merck, il nous fallait l'accord de Sumitomo. Donc tout ça prend du temps. Et donc effectivement, c'est quelque chose d'assez spécifique. Ce qui était intéressant dans notre cas, c'est que c'est non dilutif. Orbimed est quelqu'un de très connu. Oui. Ça confirme la très bonne dynamique, et je vais peut-être y revenir. On va peut-être y revenir ensuite. Des ventes aussi. Des ventes, exactement. Bah oui, parce que ça montre aussi la confiance dans le potentiel du produit. Absolument. Absolument. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses, je dirais, à voir. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, en France, voilà, ça se fait beaucoup. Les pharma le font de plus en plus sur une partie de leur portefeuille. Quelques biotech aux États-Unis. Et dans ces temps où je dirais que les transactions en equity sont un peu plus difficiles, et ben c'est vrai que toutes ces autres alternatives, et Poxel ayant un produit sur le marché, on a pu bénéficier de cette opportunité. Bon, question toute simple Thomas, quand vous le présentez comme ça, et il y a cette rentrée d'argent immédiate qui bien sûr fait du bien à la société, mais question que peuvent se poser les investisseurs individuels, se dire là comme ça on nous l'annonce, ça a l'air super, mais est-ce que sur le moyen long terme, c'est un bon deal pour Poxel ? Alors, je pense que c'est un bon deal pour plusieurs raisons. La première, je pense que Orbimed, c'est une vraie signature. Voilà, c'est des gens qui connaissent bien. Donc, c'est, je pense, une vraie validation, s'il en fallait encore une, supplémentaire, sur le potentiel de notre produit, qui pour l'instant est commercialisé au Japon et qu'on envisage, évidemment, je vais y revenir après, de commercialiser ailleurs. Oui. Donc il y a un vrai potentiel, on le sait. Sumitomo, évidemment, notre partenaire, travaille très très bien et c'était une nouvelle validation, mais Orbimed, c'est donc encore une validation supplémentaire. Ça, c'est le premier point. Deux, dans ces temps pas faciles par rapport pour lever des fonds, par rapport à un tour dilutif, voilà, c'est une solution vraiment non dilutive, donc qui est vraiment intéressante. 3, on avait une vraie volonté de désendetter la société. Donc, pour rappel, Poxel a deux types de créanciers. Donc, le fonds d'investissement, donc IPF, on avait signé pour 30 millions de dettes en 2019 avec eux. Lors de la pandémie en 2020, comme beaucoup de sociétés, on avait également des prêts PGE auprès de nos banques. Une grosse partie de nos dettes donc, vont être remboursées de manière à vraiment revenir à un niveau d'endettement tout à fait raisonnable. Donc, c'est quand même important, je pense, pour la société. Et puis, le reste des fonds seront alloués pour redémarrer la société, les activités de la société. Et dernier point, et on y reviendra après dans la stratégie de l'entreprise, en parallèle, comme beaucoup de sociétés, on avait discuté sur des partenariats, sur nos autres produits. Je pense que ça peut donner un vrai coup de boost sur ces discussions partenariales avec ce grand nom qui nous rejoint également. Donc oui, pour toutes ces raisons, je pense que c'est effectivement une belle opération. C'est un bon deal. On va rester sur Twimeg un peu. On va s'intéresser un petit peu aux résultats, puisque Sumitomo a mené une étude de phase 4 sur Twimeg. Donc ça, c'est après l'AMM. On parle d'habitude, on s'arrête généralement aux phase 3, mais ça, c'est après l'AMM. Avec des résultats positifs pouvant mener à l'extension du produit, une nouvelle classe de patients souffrant d'insuffisance rénale. Déjà, comment, là aussi, vous avez reçu la nouvelle. Et puis, est-ce que vous pensez que ça a pu être un des éléments qui a convaincu notamment Orbimed que ce produit, il a vraiment du potentiel? Oui, alors tout à fait. Très bonne analyse. Donc, effectivement, en fait, on avait donc mené un plan de phase 3 avec Sumitomo pour enregistrer le produit donc, dans la population diabétique. Et on avait par contre des restrictions dans cette population diabétique qui souffre d'insuffisance rénale parce qu'on n'avait pas de données, on n'avait pas fait d'études spécifiques par rapport à ça. Juste pour repositionner ça, il y a un vrai besoin. Il y a à peu près 35% de la population diabétique qui souffre d'insuffisance rénale. Et pour les insuffisances rénales les plus, on va dire, ce qu'on appelle modérées, sévères et même end stage, avant la dialyse, c'est 15% de la population, et même encore un peu plus au Japon, puisqu'une population vieillissante. Et cette population-là, elle a quasiment aucun traitement, donc il y a un énorme besoin médical. Donc on le savait, on avait fait des petites études, nous, qui avaient montré le potentiel du produit, et on avait beaucoup discuté de ce point-là avec Sumitomo. Donc l'idée, dès le démarrage, quand on avait signé le partenariat avec eux, était d'aller au plus vite au marché, parce que c'était important. Et puis, comme cette étude-là, il faut recruter un certain nombre de patients, que c'est plus compliqué. On a traité les patients pendant 1 an, enfin, Sumitomo, voilà, c'était long. Et de le faire, je dirais, en parallèle de la commercialisation. Donc, c'est un vrai relais de croissance. Aujourd'hui, le produit, il est essentiellement positionné en association avec les autres traitements qui sont disponibles au Japon. Et puis, maintenant, ça va encore agrandir la population. Qui ferait ça? C'est Sumitomo qui demanderait cette extension? C'est Sumitomo qui, sur la base de ces données,
donné, a déjà initié en fait, les discussions avec les autorités de santé. Alors ça va prendre un peu de temps, hein, voilà, parce que ça prend toujours quelques mois. Il faut revoir toutes les données. Voilà, c'est que ça prend du temps. Voilà, exactement. Donc c'est plus en 2025. Mais effectivement, ça permettra ensuite d'avoir l'extension de cette sous-population diabétique. Et donc pour en revenir à la dernière partie, oui, effectivement, ça fait partie de l'analyse de Orbimed parce qu'ils ont vu qu'il y avait déjà un potentiel intéressant. Pour info, on est donc 3 ans après la commercialisation, Sumitomo a donc annoncé qu'ils allaient faire un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2024, avec vraiment encore un potentiel de vente qui va augmenter. Et puis avec cette population d'insuffisance rénale, où pour le coup, la plupart des concurrents voilà, ne sont pas approuvés, ont des restrictions, il n'y a quasiment aucun traitement. Ça peut effectivement, je dirais, l'imeglimin, Twimek peut prendre des parts de marché supplémentaires et faire encore plus, apporter un dynamisme encore plus sur les ventes du produit au Japon. Bon, on va continuer à parler de Twimek parce qu'effectivement, on sait que Sumitomo a redonné à Poxel les droits sur le produit en dehors du Japon. Il va se concentrer, lui, sur son marché principal. Vous me voyez venir. Les ventes, vous les avez évoquées, elles se portent bien au Japon, elles vont encore se porter mieux. Vous, de votre côté, Poxel envisage de commercialiser notamment le produit en Chine. C'est une des priorités pour accélérer les ventes. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Voilà, comment ça va se séquencer? Comment là, vous allez pouvoir encore plus mettre l'accent sur le potentiel de l'imeglimin? Effectivement, donc je dirais qu'au fil de l'eau de ces discussions sur l'harmonisation de royalties, on le savait, nous, un potentiel dans différents pays, dont la Chine. Voilà. Et puis Sumitomo a souhaité effectivement se recentrer sur ses activités, en particulier au Japon, se concentrer sur la commercialisation qui marche effectivement très bien au Japon. On avait un vrai potentiel en Chine, d'autant plus renforcé justement, car la vraie opportunité en Chine, c'est chez les diabétiques qui souffrent d'insuffisance rénale. Il y a énormément d'insuffisance rénale en fait en Chine pour différentes raisons. On reboucle avec notre question précédente. Voilà, exactement. Et donc, fort de ça, on a de l'appétence avec des sociétés qui sont venues nous demander s'il y avait des opportunités. Et donc, c'est pour ça que dans ces discussions qui ont impliqué évidemment Sumitomo de manière tout à fait poussée, on a décidé avec eux de récupérer les droits pour pouvoir effectivement poursuivre ces discussions avec ses partenaires, avec l'objectif de pouvoir partneriser pour commercialiser le produit en particulier en Chine et dans d'autres territoires, je vais y revenir, en particulier dans cette population diabétique qui souffre d'insuffisance rénale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme on l'a annoncé, l'objectif, c'est vraiment de partneriser le produit dans différents territoires, en particulier là où on peut exploiter au mieux l'autorisation de mise sur le marché au Japon. Donc en Chine, c'est tout à fait le cas. Il y aura quelques petites études à faire, mais on peut aller assez vite. C'est le cas dans différents autres territoires en Asie, au Moyen-Orient, en Inde, voilà, dans différents territoires en Amérique latine. Pas partout, typiquement les États-Unis et l'Europe, et c'est quelque chose sur lequel on a communiqué, demandent beaucoup plus d'études. Mais dans ces pays où finalement il y a besoin de peu d'études pour accéder au marché, on se concentre sur des partenariats autour de ça. Et ces données de phase 4 vont encore, je dirais, renforcer, je pense, les discussions en cours avec ces partenaires. Et là, le mécanisme de monétisation pour Poxel, il serait différent de ce qui a eu lieu au Japon? Absolument. Donc là, l'accord que l'on a avec Orbimed, il ne porte que sur les royalties en fait, au Japon. Voilà. Et donc, lorsqu'on aura des nouveaux partenariats, il y aura des royalties. Alors, dans l'accord que l'on a, en particulier avec notre créancier IPF, avec les banques également. Parce que ça, c'est important. Voilà. Le reste, la dette restante, en fait, sera remboursée soit lorsqu'on aura récupéré les royalties au Japon, une fois que Orbimed aura touché ses 100 millions de dollars, d'accord, soit si on fait des nouveaux partenariats autour de l'imeglimin, dans différents territoires. Une partie irait au créancier. Au remboursement, effectivement, au remboursement de la dette. Ou si effectivement, on a de l'argent et qu'on veut, je dirais, complètement finaliser le désendettement de la société, on a évidemment à notre main la possibilité de rembourser la dette restante. Vous faites quelque part, je sais que la question est pas simple, des prévisions de croissance des ventes potentielles de l'imeglimin à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire. Vous avez une estimation du potentiel de finalement de ce marché? Alors, c'est ce qu'on a. Alors, nous, effectivement, on a travaillé dessus. Sumitomo a également travaillé dessus. Alors, on sait que c'est un produit qui a le potentiel pour dépasser ce que appelait Sumitomo un fort potentiel dans leur qualification. Donc, plusieurs centaines de millions de dollars juste basés sur le Japon. Sur le Japon.
C'était avant d'inclure cette population insuffisante rénale, parce que je pense que ça peut vraiment être... Donner vraiment un potentiel supplémentaire. Donner un potentiel supplémentaire. Donc ça, c'est uniquement pour le Japon. Alors en Chine, il y a un nombre de patients extraordinaire, par exemple à aborder. C'est à peu près 100 millions de patients diabétiques. La plupart, 50% sont traités avec des thérapies traditionnelles chinoises. L'autre moitié est traitée avec des antidiabétiques un peu plus classiques. Donc on pense que par exemple, juste en Chine, il y a également un potentiel intéressant, même si les prix sont beaucoup plus bas qu'au Japon. Donc je dirais que tout consolidé, il y a effectivement une progression et plusieurs centaines de millions de dollars qui peuvent être envisagés par an pour le potentiel du produit. Plusieurs centaines de millions de dollars par an. On va tourner un petit peu la page TWIMEG. Bon, l'accord avec OrbiMed, il vous redonne, en tout cas c'est ce qui est paru, un horizon de financement jusque fin 2025. Et moi j'aimerais savoir ce que vous incluez dans cette visibilité. On l'a vu, donc il y a une part des fonds qui va être consacrée au désendettement, à peu près voilà quel ratio peut-être, et puis de l'autre, finalement une part qui va être destinée à soutenir le plan stratégique dans la maladie rare. Est-ce que bien sûr vous pouvez me détailler ce plan stratégique? On pense bien sûr à PXL 770 dans la LD et la polykystose rénale, mais aussi bien sûr à PXL 65, aussi dans la LD et dans la NASH. Alors là, quelles sont les différentes options qui sont sur la table? Absolument. Et puis sans doute quand même malgré tout, peut-être un effort de commercialisation sur des marchés que vous pourriez ouvrir sur les méglibines qui vont peut-être aussi coûter un peu d'argent. Absolument. Donc, première réponse, donc déjà désendettement de la société. Donc, il y aura un versement qui est fait immédiatement donc, à IPF de 23,7 millions d'euros pour pouvoir significativement réduire notre dette auprès de notre partenaire IPF. Pour les banques PGE, pareil, sur un prêt au départ qui était de 6 millions, donc 2,5 millions vont être remboursés, à peu près 2,5 millions immédiatement. Et je l'ai dit, la dette restante sera ensuite remboursée soit quand on récupère les royalties, soit sur d'autres partenariats Meglimine, soit si on a du cash à dédier à cette activité-là. Donc ça, c'est le premier point. Le reste, effectivement, sera dédié, je dirais, à faire avancer la société dans son plan stratégique. Alors, le plan stratégique, il est simple, il est effectivement essentiellement sur les maladies rares. On a le PXL 065 d'un NASH, je vais y revenir après. Pour nous, vraiment le plus important, effectivement, on voit bien, et on a eu beaucoup de discussions avec des partenaires potentiels sur le 770, on voit bien un potentiel fort dans ces maladies rares, avec deux opportunités. Donc la polykystose rénale, donc c'est quoi? C'est une pathologie où en fait vous faites des cystes au niveau du rein, et ce qui fait que votre rein va dysfonctionner, et malheureusement vous allez arriver très rapidement en insuffisance rénale. Il y a de gros besoins. Il y a aujourd'hui un traitement sur le marché qui fait à peu près 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui n'est pas satisfaisant en particulier parce qu'il a un profil de sécurité très très compliqué pour les patients. Il aborde 15% du marché, donc vraiment il y a un potentiel important. Donc belle opportunité. On a donc l'ALD, c'est quoi l'adrénoleucodystrophie, une maladie neurométabolique où il y a en fait une production de graisse excessive au niveau central, au niveau du cerveau et malheureusement avec des effets extrêmement difficiles pour les patients. Donc là, une plus petite opportunité, mais je dirais un besoin médical extrêmement fort, pas de traitement. Donc ça, c'est une vraie priorité. Alors, on a des discussions partenariales. On est où de PXL 770 pour les gens? On l'a un peu mis en... Alors là, on est en phase du développement, on en est. Phase 2 pour ces deux indications. Donc voilà, pour rappel, on avait testé le produit dans différentes indications, donc on a déjà des données, on a traité à peu près 200 patients, pas dans ces deux pathologies. D'accord. Et on a vu que le produit était bien toléré, qu'il marchait dans ces deux pathologies, mais il nous faut confirmer tout ça. Donc l'idée, c'est effectivement de redémarrer ces phases 2. Alors ça va dépendre, pour répondre à la question très clairement, donc ça c'est le 770. 0,65, il y a la NASH, en lequel on avait montré en phase 2 un potentiel important. Ce qui est intéressant pour le 0,65 dans la NASH, c'est que on avait vu qu'il marchait très bien seul et on avait dit qu'il avait un potentiel qui était tout à fait intéressant en combo exactement, avec en particulier resmetirom, donc le produit c'était Madrigal, qui est maintenant approuvé depuis avril, avec un démarrage commercial plutôt intéressant. Donc voilà, ce sont des éléments pour, je dirais, faire rebondir ce produit-là dans la NASH. Mais on avait également... Tu es d'accord avec Madrigal? C'est quelque chose qui serait... Alors, je pense que Madrigal aujourd'hui est très focalisé sur la commercialisation de son produit, parce que c'est un vrai défi d'éduquer tout le marché dans la NASH, mais en tout cas, il y a un vrai potentiel.
eux jouant plus sur la résolution de la NASH, nous jouant plus sur la fibrose, eux jouant plus sur les effets sur les lipides et nous sur la glycémie également. Donc il y a effectivement un vrai potentiel. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour Madrigal ou d'autres sociétés qui veulent aller sur ce marché-là. Donc ça, c'est un premier point. Et puis 0,65 dans l'ALD, on l'a dit, ou ses petits frères, en tout cas dans l'ALD, un vrai potentiel aujourd'hui. On avait évidemment, en parallèle de cette monétisation entamée, et on a des discussions assez avancées avec différents partenaires. Cet accord, évidemment, très structurant, va faire rebondir ces discussions-là. On veut finaliser, je dirais, ces discussions et après, vraiment déterminer là où on va investir de manière à avancer nos produits en phase 2 pour pouvoir confirmer leur potentiel dans ces pathologies, maladies rares. Mais notre objectif, ce serait effectivement, in fine, de partneriser l'iméglimine. Effectivement, vous avez raison, une partie des fonds sera également dédiée à ça pour pouvoir les avancer le produit et favoriser les partenariats dans ces différents territoires. Et puis ensuite, si on peut avancer nous-mêmes nos produits, et en particulier 770 dans ces pathologies, et en particulier rénales et neurométaboliques. Justement, avancer nous-mêmes, ça veut dire que si... J'imagine que là aussi, l'idée, c'est de trouver un partenaire, peut-être pour le développement de ces études, ou c'est l'idée d'y aller tout seul, en priorisant les indications? Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour certains, pour peut-être un produit, y aller avec un partenaire. Pour d'autres, y aller nous-mêmes, faire la phase 2, démontrer le potentiel du produit, et puis le partneriser ensuite dans un second temps. Question, si vous ne deviez en garder qu'un des actifs dans notre plan stratégique, ce serait 770 plus que 65 quand je vous écoute, Thomas? Alors, ou en tout cas dans la priorisation. En tout cas, 770, il est issu de notre recherche. 765, on avait fait l'acquisition. On pense qu'il a un potentiel fort dans la NASH, mais on sait qu'on ira avec un partenaire. Donc effectivement, si je devais répondre à cette question-là, même si on sera, on sera, je dirais que on sera ouvert à toutes les opportunités. On a une vraie vision sur la 770 et on pense à un potentiel extrêmement fort, en particulier dans cette polykystose rénale. Bon, je pense aux actionnaires individuels qui suivent Poxel depuis longtemps, qui, pour certains, ont aussi accompagné les difficultés de la société. Quand est-ce que vous allez pouvoir, effectivement, il y a ce deal qui vous permet presque un nouveau départ pour Poxel, vous allez pouvoir leur communiquer les nouvelles orientations stratégiques de la société? Oui, alors l'objectif, c'est donc de le faire évidemment le plus rapidement possible. Déjà, on va mettre en place vraiment une feuille de route sur nos produits parce qu'on va avancer nos produits dans leur phase supplémentaire. Ça veut dire restaffer Poxel aussi pour laisser développer? Alors, on va je dirais, pour l'instant, garder je dirais, notre trésorerie. On a encore, je dirais, des gens pour gérer nos différentes activités. On va continuer à bâtir, je dirais, nos plans de développement. En parallèle, continuer nos discussions partenariales et puis en fonction de comment ça rebondit, s'orienter plus sur tel produit ou tel produit nous-mêmes et partneriser tel produit ou tel produit. Bon, donc c'est quoi une communication d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine? Alors, difficile de donner un ordre de temps, mais en tout cas, le plus tôt sera le mieux. Mais en tout cas, on commencera déjà à relancer différentes activités de manière à pouvoir continuer à ne pas perdre de temps et puis à valoriser nos actifs dans ces pathologies maladies rares. Voilà, cet accord avec Orbimed qui donne un souffle d'air frais à la stratégie de Poxel. Merci beaucoup Thomas Kuhn pour toutes ces explications. Merci beaucoup Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.